Salut à tous, Siwaka, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai envie de vous parler d'une rumeur qui est en cours, assez insistante, entre Hendrik et l'Olympique Lyonnais. Le but de cette vidéo, faire une analyse sur le joueur, pour vous présenter un petit peu ce qu'il pourrait apporter à l'OL, justement, ce qui lui gagnerait en venant à l'OL. Est-ce que pour l'OL, c'est bien le joueur qu'il faut sur le front de l'attaque? Donc voilà, petite vidéo pour faire le point sur ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager, la commenter, la booster si vous le pouvez. Merci à tous ceux qui le font déjà, ça fait plaisir, ça donne de la force pour continuer à vous proposer des vidéos. Donc, si on commence sur cette vidéo sur Hendrik, donc je ferai peut-être de temps en temps des vidéos quand il y aura des rumeurs, si j'arrive à avoir le temps de préparer. Là, ça fait quand même un petit moment que la rumeur, elle est sortie et qu'elle est présente. Donc j'ai eu le temps de bien préparer la vidéo avec plusieurs séquences, des datas physiques et techniques sur le joueur, vous allez voir. Donc si on commence sur ça, donc quelques informations sur le joueur, je pense que vous le connaissez quand même assez bien. C'est un joueur plutôt bien connu. Tous les joueurs d'ailleurs, par exemple, de Football Manager, vu que je parle aussi de Football Manager sur la chaîne, un Wonderkid, donc voilà. On va avoir des datas, donc comme j'ai dit, physiques et techniques, de l'analyse vidéo sur certains matchs que j'ai récupérés, et j'ai sorti des séquences, et quelques buts que j'ai analysés. Et enfin, répondre à la question, est-ce que c'est bien le profil parfait pour l'OL? Allez, donc les informations très rapidement. 19 ans, gaucher, attaquant international brésilien, il est déjà à 14 sélections pour 3 buts. Il a connu 2 clubs pour l'instant, le club de Palmeiras au Brésil, où il a joué 82 matchs pour 21 buts et 3 passes décisives, et le Real Madrid, 38 matchs joués, 7 buts, 1 passe décisive. Donc là, on est sur un joueur qui actuellement est avec très peu de temps de jeu. Cette saison, à l'heure actuelle, il est à 11 minutes jouées sur la saison. Une entrée en jeu de 11 minutes. Mais voilà, donc c'est pour déjà situer le joueur. On est sur un joueur qui est en manque de temps de jeu. Il y a la Coupe du Monde au Brésil dans 6 mois. Il a besoin de jouer, il a besoin d'enchaîner pour pouvoir prétendre à la sélection. D'où l'intérêt donc de venir à l'Olympique Lyonnais, car l'Olympique Lyonnais n'a pas d'attaquant de pointe titulaire. On a Satriano qui est censé être le remplaçant. Les performances ne sont pas au niveau d'un titulaire comme on devrait et comme on attendrait normalement à l'OL. Donc du coup, la place, on va dire, est plus ou moins libre pour lui. Et donc on va voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter dans ce cadre-là. Si on commence par ces datas, donc on va commencer par les datas physiques. Donc j'ai comparé ces datas physiques en Liga sur la saison de 2024-2025, donc la saison dernière, avec les datas physiques des attaquants de Ligue 1 cette saison. Donc arrêté après le match que Lyon a joué face au PSG. Ça représente 62 attaquants de Ligue 1 qui sont comparés avec Hendrik, qui ont au minimum 180 minutes de temps de jeu. Donc, comparaison physique donc entre le Hendrik Real Madrid avec Pavel Schulz et Satriano. Donc j'ai pris les deux joueurs, on va dire donc Satriano forcément l'attaquant de pointe actuel, et Schulz qui est aussi celui qui peut, on va dire, le plus souvent jouer le plus haut sur ce poste-là. On l'a vu face au PFC par exemple, jouer dans ce rôle-là. Donc là vous voyez les datas physiques des trois joueurs, et vous constatez tout de suite que Pavel Schulz est un joueur très intense. Mais on voit que c'est un joueur qui est très très présent sur les aspects physiques. On voit au contraire que Satriano n'est pas forcément le plus présent justement sur ces éléments physiques. Et donc maintenant, si on regarde les éléments physiques de Hendrik, donc encore une fois, en Espagne, sur 2024-2025, comparé aux joueurs en Ligue 1 cette saison. Donc j'ai pris les joueurs de Ligue 1 cette saison, j'ai ajouté Hendrik dans le mix, et j'ai fait une comparaison de tous pour les classer. Donc vous voyez Hendrik, du coup, les points assez forts et qui vont être utiles pour nous dans ce cas-là qu'on peut voir, c'est la vitesse max et les accélérations brusques. Les accélérations brusques, c'est les accélérations à bonne intensité qui va déclencher. Donc ça peut être utile pour les changements de rythme, justement, ce genre de choses. Vous voyez, on a Satriano dont c'est pas forcément le registre. On a Schulz qui est un peu mieux classé par rapport à Satriano pour ça. Et on a un Hendrik qui est un des meilleurs si on compare aux joueurs de Ligue 1 dans ce domaine-là.
En termes de vitesse max, Hendrik, du coup, est plus rapide que Sulch et Satriano. Donc voilà, donc ça peut apporter aussi quelque chose. On manque aussi des fois de profondeur, de prise de profondeur. Donc un joueur qui est rapide, qui est capable de lâcher des accélérations assez rapidement même sur des petites distances, ça peut être très utile. On voit qu'en sprint, il fait beaucoup de distance aussi en sprint. Donc voilà, c'était déjà pour vous donner une première base, une première idée déjà sur les aspects physiques sur lui en comparaison avec les deux autres joueurs. Comparaison ensuite en termes d'indice de performance physique. On arrive là. Vous voyez que si on compare aux attaquants de Ligue 1 cette saison, vous avez Pavel Schulz qui est 85 sur 100 en gros, hein, quasiment 85 sur 100 en termes d'indice physique, en prenant les datas qu'il y avait sur l'image d'avant. Hendrik est à 41 sur 100 et Satriano est à 34 sur 100. Voilà, parce que comme vous avez vu, Hendrik il a des gros points forts, mais il y a des éléments où il est assez faible justement sur tout le reste. On y gagnerait déjà par rapport à Satriano, dans un registre différent, encore une fois. Hein. Satriano, c'est pas le même type de registre, c'est pas le joueur qui va courir des sprints et prendre la défense de vitesse ou ce genre de choses. C'est pas du tout le même registre. Si on part maintenant sur les datas techniques, j'ai repris les 10 métriques pour comparer donc Hendrik aux 62 autres attaquants de Ligue 1 cette saison, et ensuite j'ai fait une comparaison focus avec encore une fois Sulch et Satriano. Donc là vous avez le descriptif des différentes datas qui sont utilisées pour comparer les joueurs. Hop. Donc le profil technique de Hendrik, donc ça c'est par rapport à la moyenne de la Liga sur la saison dernière, pour voir un petit peu sur ces 469 minutes exactement, où est-ce qu'il ressort bien, sachant que bien évidemment 469 minutes c'est pas énorme comparé à la moyenne d'un attaquant de Liga la saison dernière. On voit que les points sur lesquels il repart, il est le mieux représenté sur la saison, c'est le nombre de tirs, les duels offensifs gagnés et les courses progressives. Courses progressives, donc courses balle au pied. Là, je viens de vous citer 3 choses qui nous seraient forcément extrêmement utiles à l'OL en pointe. Un joueur qui tire, on voit Satriano ne tire pas forcément énormément sur les matchs. On peut encore parler du fait qu'il ne se retrouve pas forcément en position pour tirer, mais Hendrik, il a cette capacité à se retrouver en position pour tirer, en fait, hein, concrètement. Et il a, du coup, aussi ses courses progressives, donc course balle au pied, il prend le ballon, il avance. Ça, c'est des choses qui peuvent nous être, nous, en tout cas, assez importantes, du coup, pour notre jeu offensif. Là, c'est la comparaison donc entre Hendrik, Satriano et Sulch. Vous voyez, je vous ai mis les temps de jeu en haut, donc Satriano 398 minutes, Sulch 565 et Hendrik 469. Donc ça, on voit qu'ils sont quand même dans les mêmes moyennes de temps de jeu, donc c'est pas comme si c'était trop différent. Mais, encore une fois, il y en a un qui est comparé sur des datas de l'année dernière en Espagne avec cette saison en Ligue 1. Toujours à prendre en compte dans l'analyse. Donc encore une fois, on voit que Sulch est très bon pour tout ce qui va être duel offensif, action défensive réussie. Le nombre de passes décisives attendues aussi, il tire quand même pas mal. Il fait beaucoup de passes dans le dernier tiers. Voilà pour Sulch. Vous avez Satriano en bleu sur le graphique. Vous voyez que le gros point fort par rapport aux autres de Satriano, c'est le nombre de dribbles réussis. Le pourcentage de dribbles réussis, d'ailleurs. C'est un pourcentage. Donc, il dribble pas énormément, mais ce qu'il tente, il les réussit généralement. Et ensuite, vous avez donc Hendrik. Et encore une fois, là où il ressort le plus, ça va être donc les courses progressives et les tirs. Donc les tirs encore plus que Sulch. Et les courses progressives, largement plus que Sulch. Donc ça va être utile. Mais voilà, ça permet déjà de donner, encore une fois, une tendance sur ce qui peut nous apporter, ce qui peut être utile, et est-ce que ça convient à notre jeu ? Clairement oui, on manque des fois, et on a plusieurs fois entendu Fonseca dire on tire pas assez de loin, des fois on a le ballon, on est là, on se balade, mais on ne va pas au bout de l'action, on conclut pas l'action, on tire pas. Avec Hendrik, a priori, il n'y aura pas de souci là-dessus, il aura une opportunité, logiquement, il va tirer. Il a le ballon et il a de l'espace devant lui, il va y aller. Ça, c'est utile d'avoir ce genre de joueur aussi. On voit que Sulch le fait aussi pas mal, mais il faut avoir des joueurs qui sont capables de le faire et de pas juste j'ai le ballon, je le donne tout de suite à un équipier alors qu'il y a de l'espace devant moi et je peux avancer pour ensuite fixer. Même principe que tout à l'heure, du coup. Donc, une moyenne sur ces 10 métriques qu'on vient de voir pour une sorte d'indice global de performance technique. Vous voyez que Sulch à 60, on va dire, sur 100 sur les attaquants de Ligue 1. Hendrik serait, avec ses datas Liga,
49 sur 100 à peu près, et Satriano est à 31 sur 100. Donc voilà, on aurait quand même un upgrade par rapport au fait d'avoir Satriano, mais là je pense que c'est pas infamant en faire Satriano, et c'est plus ou moins attendu, je pense, par tout le monde. Ceci étant dit, donc maintenant, on va regarder un peu des images du joueur. Donc j'ai pris 4 matchs, donc face à Lille, Arsenal, Majorque et Séville. Ça va nous permettre de voir un petit peu certains des aspects de son jeu, et voir justement en quoi ça peut être intéressant pour l'OL justement de Paulo Fonseca. Là, je vous ai juste mis la petite heatmap. C'est un petit peu la représentation de ses positionnements moyens. On voit bien que c'est surtout sur le côté droit et dans l'axe. On est un joueur qui va beaucoup jouer dans le demi-espace droit. Alors, sur l'aile droite aussi, parce que il a aussi plusieurs fois joué ailier droit avec le Real. Mais entre, sinon, ce demi-espace et l'axe du terrain. Il est énormément sur ce côté-là, très très peu sur le côté gauche. On a beaucoup de joueurs chez nous qui vont beaucoup sur le côté gauche. Tolisso, Soulch aussi est plus à l'aise de ce côté là-bas. Donc ça permet de rééquilibrer aussi un petit peu, je trouve, les choses, avoir un joueur plus à l'aise de l'autre côté. Donc là, on va commencer avec le match face à Lille, en Ligue des Champions. Première situation, début de match, son équipier a le ballon, lui, il va faire un appel en profondeur, il voit que l'adversaire est en train justement de monter sur lui à ce moment-là, et lui il déclenche l'appel dans l'autre sens, ce qui lui permet d'avoir le petit temps d'avance parce que l'adversaire va devoir réagir du coup à cette course. Et on voit bien du coup que forcément, de ce point de vue-là, ça lui permet d'avoir pris de l'avance sur la course et d'avancer. Autre situation, ballon récupéré milieu de terrain par Camavinga, il va recevoir un ballon, comme vous voyez, il n'y a personne autour de lui quand il va recevoir le ballon. Ce qui lui permet tout de suite, comme j'ai dit tout à l'heure, course progressive, projection balle au pied, on avance, et ensuite on prend l'espace parce que Vinicius, lui, va croiser l'appel, et donc ouvrir un espace. Et lui, course balle au pied, il y va. Là, il va être en bout de course, il va réussir à tirer, mais il va tirer sur le gardien, sur Chevalier. Alors qu'avec peut-être un peu plus de lucidité, comme vous voyez, il y avait quand même les deux angles de chaque côté qui étaient quand même pas mal ouverts, qu'il aurait pu réajuster. Mais là, on va dire, vous avez vu depuis où il a couru, il a fait une course depuis le milieu du terrain quasiment pour arriver dans la surface. Donc peut-être en fin de course, manque de lucidité, il tire et ça va sur le gardien. Autre situation du coup dans ce match face à Lille, un appel en profondeur dans l'axe. Son défenseur va faire un ballon aérien, donc lui il fait son appel en profondeur. Il va jouer le duel aérien. Le ballon, dans un second temps, après le duel aérien, va lui revenir dessus. C'est ce qui va pouvoir des fois être positif dans un sens, c'est-à-dire un joueur qui tente sa chance, mais peut-être aussi des fois un peu négatif et frustrant pour ses équipiers, c'est que du coup, il tente énormément sa chance, on va dire contre le cours du jeu. Là, il va recevoir un ballon, il n'est pas forcément bien situé, lui, sur ses appuis, il va tenter un tir très compliqué qui va finir largement à côté, alors que, vous voyez, il y avait quand même un joueur, c'est Carvajal, je pense, qui est sur le côté, qui était complètement libre, qui aurait pu et dû servir, il est sur son pied gauche. Il aurait largement pu faire une passe sur le côté, donc il peut y avoir des choix frustrants aussi, parce qu'il va vouloir à tout prix aller au bout de ses actions, ses situations. Le match face à Arsenal. Donc là, ballon qui va récupérer, donc c'est une entrée en jeu, fin de match. Il reçoit un ballon assez seul au milieu de terrain. Donc là, il a tenté sa chance de loin directement, mais il a été contré par son adversaire direct. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à la suite de l'action, il va faire un bon déplacement dans la surface. Vous voyez, il va aller se positionner au premier poteau, dans l'espace entre les défenseurs, ce qui va lui permettre, lui, quand le centre va arriver, d'être devant son défenseur, le défenseur adverse, et de pouvoir jouer le ballon. Alors certes, la tête va aller à côté, mais il aura pris l'avantage en s'étant bien placé derrière sur cette situation. Nouvelle situation, il va être de l'espace devant lui, il va se projeter balle au pied, donc il récupère le ballon, il avance directement vers l'avant. Mais là, cette fois-ci, assez rapidement, plutôt qu'encore une fois, comme tout à l'heure, le match face à Lille, de profiter de l'appel croisé de Vinicius pour peut-être plonger lui et prendre l'espace, il va très rapidement donner le ballon à Vinicius. Là, une situation dans la surface, il va se démarquer, on a le défenseur, vous voyez, qui va lui faire des petits pas vers l'avant parce qu'il ne regarde pas ce qui se passe derrière lui. Vous avez donc Hendrick qui lui va faire un petit démarquage dans la surface en se reculant un petit peu, en allant vers le second poteau à ce moment-là. Ce qui lui permet, vous voyez, d'être là à ce moment-là avec un espace autour de lui. Malheureusement, le centre n'est pas encore en train d'arriver, donc c'est dommage parce qu'il aurait pu profiter de cet espace. Et au moment où le centre de Vinicius arrive, il est au contact de son adversaire, mais il va réussir à le contrôler et à déclencher par une frappe, mais qui va finir à côté. Maintenant, si on passe au match de Majorque en Liga, donc là, son équipe récupère le ballon, c'est Arda Güler qui a récupéré le ballon, donc lui tout de suite, il déclenche une course vers l'avant, il prend l'information sur le passeur, mais du coup Hendrick est devant son adversaire, ce qui lui permet, malgré le déséquilibre, d'arriver à tirer, bon, il va tirer sur le gardien, mais d'arriver quand même à conclure sa situation.
Autre situation, il reçoit un ballon dos au but, pardon, dans son camp. Il aurait pu s'orienter vers l'intérieur avec son pied gauche, chose qu'aurait fait énormément de gaucher dans ce cas-là, de revenir sur l'intérieur avec l'intérieur du pied pour revenir, quitte à refaire une passe en retrait derrière sur Modric, par exemple, qui est tout seul. Eh ben non, il va plutôt s'orienter vers l'extérieur pour aller donc directement face au but. Encore une fois, c'est l'instinct de vouloir aller toujours attaquer vers l'avant. Il a pris vitesse du coup son adversaire, forcément par sa prise de balle et ensuite par sa vitesse. Vous voyez, donc voilà, il est devant son adversaire. Et là, est-ce que c'était bien joué? Il n'a pas poussé plus son action que ça. Il va juste jouer à l'opposé sur le latéral qui est en train d'arriver. Là, une situation pour Madrid passe du milieu de terrain vers Mbappé et lui, il va faire un appel croisé dans l'autre sens pour se positionner derrière Mbappé, ce qui lui permet donc de récupérer le ballon après la remise de Mbappé et de faire directement un tir qui va s'envoler et partir sur le côté. Mais encore une fois, il est là à la conclusion d'une situation. Nouvelle situation encore une fois dans ce match face à Majorque. Donc son équipier lance une course vers l'avant et lui tout de suite course à haute intensité sur le côté. Il a reçu le ballon, il a pris l'avantage sur son adversaire à la course. Il va rentrer dans la surface, mais là, il est encore une fois en bout de course, et physiquement, il se fait reprendre. L'adversaire va mettre le ballon en corner. Donc ça aussi, c'est un point que j'ai pas trop évoqué pour l'instant. Je trouve que des fois, au contact, sur certains contacts que j'ai vus, ou au duel, fait quand même un petit peu bouger. Et sur les appuis, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué sur les fins de situation. Nouvelle situation, le ballon est dans les pieds du milieu de terrain. Il fait un appel, au moment où l'adversaire, vous voyez, est en train de faire un petit pas vers l'avant vers lui. Lui, il fait un appel justement vers le but, mais c'était en fait pour faire un contre-appel, donc vous voyez, l'adversaire est complètement déséquilibré au moment où lui va recevoir le ballon. Ce qui lui permet en fait, quand il a ça, d'avoir le ballon avec un peu d'espace devant lui, et donc après il peut attaquer en fait son vis-à-vis, qui lui encore une fois en train de vouloir revenir vers lui pour combler l'écart, et là c'est à ce moment-là où Endrick va lui lancer sa course, balle au pied, pour percuter. Ce qui fait que du coup, forcément, il prend l'avantage sur son adversaire, sur le côté. Ça se conclut par revenir en arrière sur son pied gauche pour faire un centre en retrait. L'idée était intéressante, parce qu'il y avait Arda Güler qui était à l'entrée de la surface, mais c'est mal réalisé, parce qu'il va faire une passe trop proche du défenseur, et que le défenseur va pouvoir sortir du coup sur son ballon. Comme vous voyez, hein, de façon, au moment où il est en train, lui, de déjà préparer son geste pour faire son centre, le défenseur est déjà en train d'anticiper le centre en retrait, et déjà en train de venir couper la trajectoire. Allez, le match face à Séville, maintenant. Début de match, pareil, il va recevoir un ballon et la pression arrive derrière lui et contrôle orienté cette fois-ci sur l'intérieur, sur son pied gauche, pour se mettre face au but et éviter l'adversaire qui arrive derrière lui. Ce qui lui permet d'arriver face au jeu, face au but. Et là, mauvais choix de passe par contre. Il y a des solutions très simples qui existent tout de suite, de faire soit une passe tout de suite dans la course c'est Bellingham qui est juste devant, ou Mbappé derrière. Et lui, ce qu'il va tenter, c'est quelque chose de compliqué. C'est une petite passe entre les deux défenseurs pour une course longue de Bellingham. Donc Bellingham va faire cette course longue, mais le ballon va pas arriver, le ballon va arriver dans les bras du gardien au bout du compte. Autre situation, donc là ce qui est intéressant, c'est l'appel dans le dos de la défense. Vous voyez, il était à la base avec le défenseur qui est lui en train de regarder, vous voyez, il est en train de regarder derrière ce qui se passe, pas suivre Endrick dans cette situation. Et l'autre défenseur, il est je reste là, je suis pas forcément le joueur qui va partir dans mon dos trop vite, parce qu'il y en a un qui arrive face à moi. Donc du coup, lui, ça lui permet de prendre l'espace dans le dos de la défense et de recevoir un ballon à jouer dans la surface. Et là, encore une fois, mauvais pied, c'est pas grave, il va quand même frapper. Il va tirer sur le gardien. Peut-être qu'il y avait une possibilité de faire une passe en retrait sur Mbappé dans l'axe. C'était peut-être compliqué, je sais pas, mais encore une fois, l'instinct du buteur, il a une situation, il faut qu'il tire. Nouvelle situation, là on va revenir sur une course progressive. Il va recevoir un ballon, alors il jouait sur le côté droit là, donc il reçoit le ballon sur son côté droit. Il a de l'espace devant lui, donc il avance balle au pied. Il est parti de son camp. Il arrive dans le camp adverse. Et au moment où il arrive au contact de son adversaire direct, petit changement de direction vers l'axe pour entrer sur son pied gauche. Nouvelle situation, là encore, il provoque sur l'angle de la surface. Au moment où l'adversaire va faire un petit pas pour essayer d'intervenir sur lui, c'est là où lui il va lancer justement son dribble vers l'extérieur pour aller vers l'extérieur de la surface. Et ensuite, il termine par un centre pied droit. Nouvelle situation, donc il reçoit le ballon sur le côté et tout de suite, il va vers l'avant. Désolé, du coup, ma caméra gêne les écritures, mais vous voyez, vous comprenez bien l'idée. Il fait une course vers l'avant avec le ballon. Et quand il arrive au contact de son adversaire, ils sont même deux à venir sur lui. Plutôt que de continuer sur l'extérieur, ce qui aurait pu être un choix totalement possible et intéressant aussi, hein. On voit bien que même avec son mauvais pied, il est capable de faire des bonnes courses. Il va plutôt rentrer à l'intérieur, entre les deux défenseurs, sur son pied gauche pour se positionner, certainement dans l'idée d'aller se positionner et aller tenter une frappe.
En tout cas, il aura réussi son dribble, il récupère le ballon. Il va la perdre juste après sur sa conduite de balle. Mais son idée de base, de revenir à l'intérieur pour tenter le dribble, il avait réussi. Il aurait peut-être fallu à ce moment-là enchaîner peut-être directement par une frappe que de vouloir continuer à pousser son action. Et là donc, dernière situation, il est encore une fois excentré côté droit, c'était son rôle sur ce match, jouer à droite. Il reçoit le ballon sur le côté, hop, il prend de vitesse son adversaire pour aller arriver long de la ligne. Et là, centre en retrait sur Bellingham, ce dernier va pouvoir tirer sur le gardien. Pour finir, donc, j'ai sorti quelques petits buts, juste pour voir un petit peu un petit panel de buts qu'il a pu mettre. Celui-là, je l'ai vu pas mal tourner d'ailleurs sur les réseaux en le critiquant, en disant que heureusement qu'il avait marqué parce que il n'avait pas forcément fait le bon choix. On va voir ça. Donc contre-attaque, il récupère le ballon. Encore une fois, il faut tenir compte de plein de choses. Le match, il va s'arrêter limite sur la fin de l'action, le match s'arrête. Real Madrid mène 2-1 face à Stuttgart. Il contre-attaque. Là, peut-être que à ce moment-là, il aurait peut-être fallu ouvrir de l'autre côté. Bon, la façon dont il conduit le ballon, c'est compliqué. Il aurait fallu faire un centre pied droit pour lancer dans la course ses équipiers. Maintenant, moi, quand je vois cette action-là et ce début de situation-là, oui, il aurait pu faire une passe extérieur pied gauche ou intérieur pied droit pour lancer ses équipiers. Mais moi, je vois surtout deux joueurs qui font pas de course très intéressante et très intense devant lui pour demander le ballon. Donc à un moment donné, oui, il y a des solutions qui existent et de l'espace, mais il n'y a pas des équipiers qui sont en train de faire une course folle pour aller récupérer le ballon. Donc pourquoi forcément donner le ballon alors que lui, on voit bien, il va mettre une grosse intensité dans sa course pour passer devant et pour aller vers le but. Là, peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, il aurait pu. On voit bien, il pouvait décaler Mbappé, il pouvait décaler Vinicius sur le côté. C'est vrai, c'est possible. À ce moment-là, il aurait pu faire une passe à un de ces deux équipiers, mais encore une fois, les appels sont pas très francs non plus. Donc là, de toute façon, lui, depuis le début, je pense que sa décision, c'était de partir au but, et s'il avait l'espace, de finir par conclure par un tir. C'est ce qu'il va faire, et il frappe premier poteau, et ça finit au fond. Donc ça, c'est un but qu'il a marqué avec le Brésil. Encore une fois, dans le temps additionnel du match, il est tranquille en train de se déplacer. Le ballon est sur le côté, c'est Vinicius, il me semble, qui a le ballon. Quand Vinicius se replace pour venir centrer, et lui, il voit qu'il y a un espace laissé par la défense au premier poteau, on va dire, et ben il va plonger dans cet espace, et Vinicius centre, et ça arrive sur la tête de Hendrick, qui a le bon timing et qui peut marquer. Un autre but avec le Real Madrid face à Valladolid cette fois-ci. Donc appel en profondeur, on voit bien par contre qu'il regarde derrière lui pour voir où se situe le ballon et son équipier avec le ballon. Nouvelle prise d'information, au moment où il pense qu'il va recevoir la passe, il se situe bien, il essaye de se mettre dans le bon angle pour recevoir le ballon. Il va toujours pas le recevoir là, c'est son équipier qui va lui redonner le ballon à ce moment-là, vous voyez, quand il a un adversaire qui lui arrive sur lui et que le jeu est plus ou moins arrêté, la contre-attaque arrêtée. Il est lui excentré toujours sur le côté et libre. Il reçoit le ballon. La solution la plus simple et le connaissant, ça aurait pu être tout de suite un tir du gauche. C'est-à-dire, il a reçu le ballon là comme ça, il aurait pu tout de suite enchaîner contrôle-frappe. Impossible, je veux dire, on a bien vu juste avant que c'était souvent dans ses idées de faire ça. Il va plutôt lui faire un contrôle et se ramener le ballon de l'autre côté, dans la surface, avec un petit dribble vers l'extérieur, pied droit. Il va terminer par un tir premier poteau et marqué. Et le dernier but que j'avais sélectionné, c'est un but encore une fois avec le Brésil face à l'Espagne sur un corner. Il est pris au marquage, tranquille, il bouge pas. Le ballon va arriver au premier poteau, il va pas forcément bouger. Par contre, le ballon est joué au premier poteau, il va commencer lui à reculer, à s'éloigner du marquage parce qu'on voit que l'adversaire lui est concentré uniquement sur où se situe le ballon. Lui il va commencer à s'éloigner un petit peu et à reculer. Et en faisant ça, on va dire le troisième ballon, parce que le deuxième ballon c'est celui qui arrive au milieu, le ballon va revenir après ça directement sur lui. Vous voyez, il est libre sur ce troisième ballon, ce qui lui permet de faire une reprise de volée et de conclure par un but. Donc moi, ce qui me plaît dans ce que j'ai vu, et c'est confirmé par la data, c'est un joueur d'instinct qui emmène énormément de choses qui manquent aujourd'hui à l'OL. Donc est-ce que c'est le profil parfait pour l'OL? Peut-être. Il y a des dispositions, en fait, moi, que je vois qui sont très intéressantes pour le jeu qu'on a envie de faire et qu'on veut mettre en place. C'est cet apport, justement, de ce que j'ai dit, ce qui manque, en fait, à l'OL offensivement, plus de spontanéité dans le dernier geste, beaucoup de tirs et des courses progressives, et avec un joueur rapide devant. Donc on voit un joueur qui aime bien partir en plus aussi un petit peu côté droit ou demi-espace droit vers l'axe. Ça c'est intéressant et c'est utile. Je trouve que sur ce côté droit, quand on joue, que ce soit Karabekh ou Ghezal, c'est pas forcément des joueurs de vitesse. C'est pas des joueurs qui vont prendre de vitesse sur le côté quand ils reviennent dans le demi-espace. Lui, s'il se retrouve à cet endroit-là, il est capable de prendre de vitesse ses adversaires aussi. Donc ça peut être utile. Et du coup, comme on voit bien, on a vu avec les datas de Sulch et Satriano, forcément, il va nous apporter des choses intéressantes sur ces éléments-là, que ce soit physique ou technique.
le nombre de tirs, les courses progressives, la vitesse, ce genre de choses. Par contre, le gros point négatif, c'est son manque de rythme. 11 minutes de temps de jeu sur la saison. Donc de ce que j'entends, en tout cas, il viendrait dans l'idée très rapidement début janvier, si ça se fait. Donc il aura le temps d'arriver assez vite et de pas perdre trop de temps, on va dire, sur ce niveau-là. Mais voilà, il va falloir récupérer aussi et rattraper du rythme. Donc ça va être aussi quelque chose d'assez important de ce point de vue-là, parce que 11 minutes de temps de jeu sur 6 mois, c'est très très peu. Donc à voir s'il va jouer d'ici là, d'ici à fin décembre avec le Real Madrid encore, mais pour l'instant c'est vraiment très très peu, et il faudra peut-être un tout petit peu de temps quand même malgré tout pour qu'il attrape le rythme. Et enfin, ce qu'il faut aussi noter, c'est que sa spontanéité égoïsme, hein, comme vous voulez, ça peut rentrer dans les deux cases, pourra rendre certains de ses choix assez frustrants à certains de ses équipiers. Il y a des fois, il y a des situations où il pourrait faire une passe, il va plutôt aller chercher à forcer pour tirer. Il y a des situations comme ça où il va peut-être un peu trop forcer pour essayer soit de tirer, soit de provoquer balle au pied, soit d'avancer tout seul, plutôt que de faire poser le jeu. Mais sur un joueur qui va vouloir aussi beaucoup se montrer et se mettre en avant, ça sera peut-être des choses à surveiller aussi, et on va peut-être avoir du très bon, mais il y aura peut-être aussi du moins bon sur certains points, parce qu'il y aura ce côté un peu frustrant qu'il faudra gérer. Voilà, donc moi je pense qu'il y a quand même un match intéressant avec l'OL, avec notre équipe, sur ce qui nous manque et ce que lui il peut nous apporter. Si ça se fait, moi je pense que ça peut être une bonne chose. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire, après avoir vu les datas, les images. Ça correspond à l'idée que vous aviez du joueur et sur ce que vous attendez du joueur par rapport à l'allant offensif, on va dire, de l'équipe actuelle. Et pareil, comme d'habitude, comme j'ai dit au début, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Merci!